Bienvenue dans Démangeaison, le podcast qui gratte votre curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est dans ce moment un petit peu étrange que nous traversons que je vous retrouve pour ce 9e épisode de Démangeaison. Alors on va pas s'étendre sur le sujet, mais tout de même, il est clair que ce que nous vivons là, c'est pas évident. Certains aimeraient sombrer et s'oublier dans le sommeil, ça pourrait être une solution adéquate à la crise que nous traversons. On est confiné chez soi, chez ses parents, chez un ami, alors on peut ne penser qu'à dormir. Dormir et se réveiller quand tout sera fini, tout ça c'est pas si simple. Ça voudrait dire qu'on passerait à côté du moment historique que nous vivons, des moments de solidarité, des apéros Skype entre amis, des discours. On peut prendre ce moment-là pour se recentrer sur soi. En tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de ralentir, de se concentrer sur le plus important, sur ce qui nous rend heureux. Et je vous le disais, dans le 7e épisode Se parler à soi-même, que moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, ça se résume à peu de choses près, au fait de me blottir sous ma couette avant de me coucher et de remercier ceux qu'il y a à remercier pour avoir cette chance d'avoir un lit et un sommeil de plomb. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'intéressera au sommeil. Alors le sommeil réparateur, bienfaiteur, bienveillant, ou pas d'ailleurs, pour certains c'est pas une mince affaire de dormir, c'est pas une mince affaire le sommeil. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce moment de notre existence où l'on ne fait rien ? Alors avant de s'intéresser à notre sommeil d'humain, j'aimerais dire entre guillemets, j'aimerais m'arrêter 2 minutes pour vous poser une question d'importance capitale. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble, un requin qui dort ? Je sais pas. Alors comme ça peut paraître futile, mais réfléchissons-y 2 secondes. Alors un requin qui dort, non, il ne ferme pas les yeux de toute évidence puisqu'il n'a pas de paupières, et non, il ne se tapisse pas sous une couche de sable pour se créer une petite couette, ça va de soi. Bon alors, on va faire un petit point sur ce qu'est un requin. On voit tous l'animal, le dangereux poisson des mers, mais d'un point de vue technologique, d'un point de vue physiologique, le requin, pour respirer, il utilise ses branchies. En fonction de son espèce, il en possède 5 à 7 paires, alors que la majorité des autres poissons en ont une seule. Donc déjà, le mec est un petit peu badass, on se l'accorde. En nageant, un requin fait entrer l'eau dans sa bouche, c'est pour ça qu'il a toujours la bouche entrouverte, ce qui lui donne un aspect un petit peu inquiétant, je vous l'accorde. L'eau ressort ensuite par les branchies, et ces branchies vont retenir l'oxygène et expulser le gaz carbonique qu'il y a dans l'eau. Donc, si on résume, pour pouvoir respirer, les requins sont obligés de nager en permanence, même à faible vitesse. Et donc, ça ressemble à quoi un requin qui dort ? Ça ressemble à un poisson qui fait du surplace. Et moi, je trouve ça passionnant. Bon, voilà, c'était l'instant culture G SVT, mais c'est important, je trouve, de se poser les questions capitales dans la vie. Et c'en est une. Ah d'accord. Ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Alors bref, revenons à notre sommeil. Et bien comme le requin, notre cerveau continue de fonctionner pour que l'on puisse bien respirer. Alors si on ne s'agite pas dans tous les sens, on ne marche pas sur place, notre cerveau, lui, il charbonne pour nous apporter un maximum de plaisir durant ce moment, et il a tout pensé. Chaque nuit, si on a un bon sommeil, on passe par 4 ou 5 cycles de 90 minutes. Alors je vous propose une immersion dans nos cycles de sommeil. Suivez le son de ma voix et laissez-vous bercer par les phases de notre sommeil, des informations fournies par la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Première phase, le sommeil lent léger. Le cœur et la respiration ralentissent, le cerveau entend mais ne comprend plus. Ce qui explique que vous puissiez, par exemple, vous endormir devant un film, comme je le fais assez fréquemment, continuer à entendre ce que Brandon dit à Sarah, par exemple, sans savoir s'il lui propose un kebab frites ou une demande en mariage. Dans la phase sommeil lent léger, on entend mais on ne comprend pas. Puis, tout doucement, vous sombrez dans le sommeil profond. Le cerveau n'entend plus, les muscles se relâchent, la respiration est très lente et régulière. Arrive alors le sommeil très profond, le corps récupère de la fatigue de la journée, c'est la phase la plus intense et la plus réparatrice de ce sommeil. Ces 2 phases de sommeil profond durent environ 1 heure, puis la dernière étape ne dure en moyenne que 15 minutes.
c'est le sommeil paradoxal. Le cerveau s'active, des mouvements rapides sous les yeux se font ressentir, le pouls et la respiration sont plus irrégulières, la mémoire et l'imagination déclenchent les rêves. À la fin de ce cycle, soit on se réveille, soit on repart pour un cycle de sommeil. Vous l'avez compris alors, les rêves n'occupent pas toute notre nuit, mais seulement une petite partie. C'est parce qu'il y a plusieurs cycles que nous faisons plusieurs rêves dans une seule nuit. Et je vous le demande, qui n'a jamais rêvé d'avoir une machine à enregistrer ses rêves ? Non mais vraiment, un truc pour pouvoir regarder ses rêves, les analyser le lendemain matin, même si parfois ce qu'on pourrait trouver dans l'analyse de nos rêves ne nous plairait pas spécialement. Les rêves, c'est pas forcément des choses très gaies. On n'est pas forcément sur de la romance, le plat préféré qu'on aimerait manger le lendemain. On est plutôt sur des trucs assez louches. Parfois, des phobies y sont cachées, des souvenirs désagréables qu'on n'aimerait pas évoquer, dont on n'aimerait pas se souvenir, des sentiments refoulés. Et on peut même voir en nos rêves des monstres. Alors vous le savez, ici, sur Des Mangeaisons, on aime bien parler un petit peu d'art. Et parlons ici, aujourd'hui, de Johann Heinrich Füssli. C'est un peintre romantique du XVIIIe siècle, il a évolué en Angleterre, et il a créé une toile assez fameuse qui s'appelle Le Cauchemar. Il l'a peint en 1781, et il lui présente une espèce de vision bien macabre du sommeil. Sur cette toile, on y voit une femme. Elle est présentée en robe de nuit blanche, son corps semble couler de tout son long, elle gît presque sans vie, ses bras et sa tête pendent au bord de son lit. Les yeux clos, la bouche entr'ouverte, on se rend compte qu'elle dort. Pourtant, derrière elle, on y voit une jument noire au galop, elle la foudroie du regard, et sur sa poitrine est assise une créature marron. Cette créature marron nous fixe, on le voit avec une lumière qui se pose sur son visage. Dans ce tableau, Füssli nous laisse face à nos propres démons, à nos propres monstres. Certains portent à interpréter ce tableau comme une représentation d'une paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez ce trouble du sommeil, mais moi je le trouve particulièrement fascinant. La paralysie du sommeil, en fait, c'est le fait d'être sur le point de s'endormir ou de se réveiller, d'être conscient et de se trouver dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement. Donc en fait, on est dans un espèce de semi-sommeil et on est complètement paralysé. Et en plus d'être immobilisé, on perçoit des hallucinations auditives, sensitives ou visuelles. Par exemple ici, l'hallucination, on peut la caractériser par la présence de la jument derrière cette femme qui dort. Et on peut aussi ressentir une impression d'oppression, de suffocation, qui est ici symbolisée, vous l'avez compris, par le monstre qui est assis sur la poitrine de la femme. Alors ça peut paraître complètement délirant ce qui se passe, on peut se dire mais ça c'est un truc pour les fous, pour les gens qui ont déjà des problèmes neurologiques, des problèmes au cerveau. Et pourtant ce trouble il est relativement fréquent. Apparemment 25% d'entre nous pourront dans leur vie avoir une paralysie du sommeil. On retrouve des traces de ce trouble depuis l'Antiquité. Donc c'est vraiment quelque chose qui a traversé le temps, c'est pas du tout un mal du siècle. Et on peut imaginer, en l'occurrence ici avec le tableau de Johann Heinrich Füssli, que ce trouble a pu inspirer de nombreux artistes. Alors si on s'intéresse un peu plus près à cette femme de ce tableau de Johann Heinrich Füssli, on peut partir du principe qu'elle dort 8 heures par nuit. Alors on la prend comme si on prendrait un sujet d'une expérience. Donc cette femme dort 8 heures par nuit et elle meurt à 80 ans. Ce qui signifie que dans sa vie, elle aura passé environ 26 ans à dormir. Dans notre vie, on peut imaginer qu'on passe à peu près 26 ans de notre vie à dormir. C'est-à-dire 26 ans à louper les pleines lunes, à louper les rues la nuit, parce que dans l'idée, on dort tous la nuit. On dort dans ces moments où les villes s'éteignent et où les vies se mettent sur pause. Alors personnellement, j'ai jamais remis en question le fait de dormir la nuit. Pour moi, c'est évident qu'une journée se conclut forcément par un coucher plus ou moins tard. Certains diront que 22h c'est un petit peu tôt, oui, je sais, mais on a tous des rythmes différents. Alors oui, les heures de sommeil, c'est pas seulement qu'une construction sociale, même si ça en fait partie. Forcément, notre éducation nous a donné un rythme
pour se coucher et qui a évolué tout au long de notre vie. Mais quand on regarde, notre corps, il est particulièrement fait pour dormir la nuit, tout du moins dans l'obscurité. Pourtant, si on s'écarte de cette idée-là, certains ont essayé de faire autrement que de dormir durant une phase précise et longue de la nuit, en testant le sommeil polyphasique. Et quoi de mieux pour en savoir plus sur ce drôle de nom que d'interroger quelqu'un qui en a fait l'expérience ? Je suis avec Nathan Gali, il a 21 ans et il a testé cette façon de dormir pendant 1 mois, il y a 2 ans. Salut Nathan. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quelques mots en quoi consiste le sommeil polyphasique ? Alors le sommeil polyphasique, c'est une façon de dormir alternative au sommeil monophasique, donc le sommeil classique en une seule phase. Le sommeil polyphasique a plusieurs façons de le pratiquer. Ça peut être de façon biphasique, où tu dors une nuit un peu plus courte et tu fais une sieste, par exemple entre midi et 2. Et après, il y a des techniques de sommeil polyphasique un peu plus complexes. Par exemple, moi, celle que j'avais pratiquée, c'était le Everyman. Donc, je dormais 3 heures la nuit et je faisais 3 siestes de 20 minutes dans la journée. Donc, je dormais 4 heures en tout dans la journée. Et il y a aussi 2 autres techniques. Il y a la technique du Huberman, qui est la plus complexe à mettre en œuvre. Où on fait 6 siestes de 20 minutes dans la journée, donc sur un créneau de 24 heures. Donc, on dort 2 heures en tout sur 24 heures. Et il y a aussi la méthode de Dymaction, où c'est 4 siestes de 30 minutes. Le sommeil polyphasique, on le retrouve naturellement chez beaucoup d'animaux. Les bébés avant 3 mois, ils sont naturellement polyphasiques avant de passer dans un cycle biphasique où ils dorment la nuit et ils font une sieste. Les hommes préhistoriques aussi, ils étaient polyphasiques dans leur façon de dormir. Et il y a pas mal de personnages historiques comme Léonard de Vinci ou Churchill qui sont supposés avoir dormi en sommeil polyphasique durant une bonne partie de leur vie. Est-ce que tu remettais en question la façon dont on t'a appris à dormir ? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de tenter l'expérience du sommeil polyphasique ? En fait, moi, j'avais pas mal de problèmes de sommeil à cette époque. J'ai découvert le sommeil polyphasique en janvier 2018. C'était une vidéo sur YouTube avec marqué j'ai dormi 4 heures par jour pendant 1 mois. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc moi, forcément, ça a attiré ma curiosité. Et le processus était assez bien expliqué. C'était un peu vendu comme une méthode miracle. On dormait moins, mais on se reposait mieux parce que dans nos siestes, on ne faisait que du sommeil paradoxal et profond. Donc c'était vraiment une façon d'optimiser son sommeil en quelque sorte. Moi, ça m'a plu parce que j'avais des soucis pour dormir. Je me reconnaissais pas forcément dans une nuit de 8 heures où je me réveillais fatigué. Et le soir, j'avais soit du mal à dormir, soit j'étais crevé toute la journée, donc ça marchait pas très bien. Et puis c'était aussi par curiosité, peut-être une volonté d'être un peu plus efficace, surtout par curiosité en fait. Alors on l'a compris, c'est vrai que ça devait être un petit peu compliqué à mettre en place. Est-ce que c'était pour des raisons techniques que tu as arrêté le sommeil polyphasique, ou est-ce que c'est que cette façon de dormir, ça t'a pas vraiment plu au final ? Pendant 1 mois, j'ai vécu de façon très différente. Et il a fallu que je respecte des horaires de sommeil très stricts. Je pouvais pas boire de thé, ni de café, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé. Fallait que j'habitue aussi mon corps à dormir vite. Il y avait des positions spéciales de coucher pour habituer son corps à s'endormir en 3-4 minutes. Fallait tout le temps avoir les fenêtres fermées. Donc le sommeil polyphasique, déjà la première semaine, qu'on appelle la semaine d'adaptation, on est très très fatigué, on est vraiment un zombie. Et après, c'est au bout d'une semaine qu'on commence à vraiment profiter de ce sommeil polyphasique. Donc moi, par exemple, mon planning d'une journée type, c'était je dormais de 2h à 5h du matin. De 5h30 à 6h, à 6h30, quoi, j'allais me promener dans un parc pour pas m'endormir, tellement j'étais fatigué. Après, j'allais sur mon ordi pour travailler, faire des trucs jusqu'à 9h pour, pareil, pas m'endormir. Après, je faisais une petite sieste de 9h à 9h30 à peu près. Après avoir fait ma première sieste de la journée, j'étais plutôt en forme, donc je lisais, je mangeais. Et je refaisais une nouvelle sieste à 14h. Après, de 14h jusqu'à 21h, donc je pouvais lire, regarder un film, travailler jusqu'à 21h. Et après, de 21h à 2h du matin, je pouvais soit regarder un deuxième film, soit lire encore. Enfin, j'étais en vacances en plus, donc j'avais énormément le temps pour faire des choses. Donc c'était très très cool. Moi, ce que j'en retiens, c'est que mon corps, effectivement, je sentais qu'il était un peu
en manque de sommeil parce que j'avais des cernes énormes, mais j'étais très calme, très détendu. J'ai beaucoup lu, hein. J'ai dû lire peut-être un ou deux, peut-être 2 livres par semaine pendant cette période. J'avais l'impression d'être plus intelligent, plus concentré. Je faisais aussi des rêves éveillés quand je faisais mes siestes parce que je m'endormais très vite en 5 minutes, mais des fois j'étais en train de rêver, mais je voyais, je regardais quand même mon plafond en dormant, donc c'était assez intéressant ce genre de rêve. Et j'avais une impression très agréable en finissant mes siestes. J'avais l'impression d'avoir dormi une nuit complète des fois. J'avais beau avoir dormi 20 minutes, je me réveillais et j'étais en pleine forme comme si j'avais dormi 10 heures. J'avais une sorte d'impression d'être un peu hors du temps aussi. Des fois, mon colocataire, il se réveillait à 10 heures. Et même si je passais 6 heures dans la journée avec lui, je passais 14 heures tout seul. Donc j'avais l'impression de vivre 2 fois plus, quoi. C'était assez grisant. Alors concrètement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Est-ce que c'était quelque chose de plutôt positif, de plutôt négatif ? Quels sont les bons, les mauvais points ? Le jour où j'ai vraiment arrêté, c'est que j'étais à une fête et bon, je me disais, je peux peut-être décaler ma sieste et après je dors un certain temps. Et au final, j'avais bu parce que j'avais envie de faire la fête et de boire. Et donc j'ai été obligé, j'ai dormi une nuit complète sans vraiment le vouloir parce que j'étais trop fatigué. Enfin, je tenais pas quoi. Et après le lendemain, j'ai pas pu reprendre le sommeil polyphasique pour X ou X raisons. Donc c'est pour des raisons sociales, parce que j'avais pas spécialement la volonté d'arrêter, c'est juste que mon environnement m'a pas permis de continuer plus que ça. Mais dans tous les cas, faut bien prendre en compte que même si pour moi c'était très très plaisant ce mois, il faut bien prendre en compte que le sommeil polyphasique c'est pas du tout une façon de vivre à long terme. Il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le sommeil polyphasique, mais le spécialiste mondial du sommeil et de la sieste, Claudio Stampi, lui, il a fait une étude sur le sommeil polyphasique. Il a observé donc un sujet qui a dormi en Huberman, donc 6 siestes de 20 minutes sur 24 heures, pendant plus d'1 mois. Il a effectivement observé une hausse de la réactivité, de l'attention en sortie de sieste, des choses comme ça. Mais il déconseille totalement aux gens de vivre dans un mode polyphasique si c'est pas nécessaire. En fait, pour lui, le but du sommeil polyphasique, c'est de rendre le manque de sommeil le plus vivable possible pour les personnes qui sont obligées de le vivre. Par exemple, les skippers, les militaires. Donc c'est pas une façon de vivre sur le long terme. Il y a beaucoup de scientifiques qui expliquent que c'est pas possible biologiquement de vivre en sommeil polyphasique, puisqu'en fait notre corps il suit une horloge interne qui s'appelle le rythme circadien, donc circadien autour du jour, qui est d'environ 24 heures. Ce rythme il est géré par un petit noyau qui est dans le cerveau, donc c'est biologique, c'est quelque chose de génétique qui nous gère. Et donc le corps en fait il réagit en fonction de ce rythme. Par exemple la nuit, la température de notre corps est plus basse, la pression sanguine baisse, donc notre corps se met dans des conditions pour dormir, et le sommeil polyphasique ça va à l'encontre en fait de ce rythme biologique, donc c'est pas quelque chose qui est naturel pour le corps, et en fait on peut pas vraiment s'y adapter puisque notre corps est vraiment fait pour respecter notre rythme circadien. Donc je pense que c'est une expérience qui est intéressante à court terme, mais on peut pas vivre comme ça. C'est plus si on est intéressé par la philosophie du sommeil polyphasique, l'idée d'être un peu hors du temps, qu'il faut essayer sur une courte période. Moi, je pense qu'1 mois, c'est plutôt bien pour se faire une idée de ce que c'est. Mais c'est surtout important de respecter son sommeil, écouter son corps avant tout. Après, quand t'as repris un cycle dit normal, qu'est-ce que t'as ressenti ? Est-ce que t'as beaucoup dormi pendant longtemps ? Est-ce que tu te sentais plus fatigué ou au contraire plus en forme qu'avant ? Alors, en reprenant un rythme normal, mon corps il s'est réadapté instantanément vraiment à un rythme de sommeil normal, puisque en fait c'est pour ça que notre corps est fait. En fait, les humains naturellement ils peuvent soit avoir un rythme monophasique, soit biphasique, avec donc une sieste au milieu de la journée, parce que il faut savoir que pendant le sommeil polyphasique, moi j'étais obligé de me mettre des réveils tout le temps. Quand je faisais ma nuit de 3 heures, si je mettais pas un réveil, je me réveillais pas. Même quand je faisais mes siestes, si je mettais pas un réveil, je me réveillais pas. Donc c'était une sorte de lutte perpétuelle, et je regagnais un petit peu de sommeil à chaque sieste, mais en fait j'étais en manque de sommeil constant, donc c'était pas du tout naturel. Et effectivement, dès que j'ai repris un mode de sommeil normal, mon corps s'est tout à fait adapté.
Je pense que j'aurais bien aimé continuer, mais je travaillais, donc j'ai pas pu suivre ce rythme. J'ai réessayé en 2019, mais j'étais à Paris, je travaillais de temps en temps, donc j'ai pas du tout réussi à reprendre ce rythme. Mais je réessayerai avec plaisir en tout cas. Mais ça m'a quand même fait un peu réfléchir sur ma façon de dormir, sur mon rapport au sommeil, sur tout ça. Et actuellement, dans notre société, on pense beaucoup à être productif, on met notre sommeil de côté, enfin, il y a plein de gens qui font des burn-out, des choses comme ça, et je me dis que faudrait pas que le sommeil polyphasique, trop de gens en entendent parler, parce que ça serait dangereux, en fait, de vouloir vivre comme ça toujours, et de croire que c'est sain. Mais c'est une expérience très intéressante, et je sais que les gens qui sont allés plus loin, dans le mode Uberman où il n'avait plus de sommeil principal et il n'avait que des siestes, je sais que cette impression d'être hors du temps était encore plus forte, et c'est très très grisant parce qu'on a l'impression d'être vraiment hors de l'humanité, quoi. On ne suit plus du tout le schéma du jour classique. Enfin moi je me souviens que je prenais 4 repas par jour parce que vu que je dormais plus souvent, j'avais plus faim. Enfin, tout est déréglé, et c'est assez agréable en fait de vivre en dehors de la société pendant un certain moment. Merci beaucoup Nathan d'avoir pris le temps de nous parler de cette expérience. De rien, c'était un plaisir. Alors j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que vous prendrez le temps de penser EN et de penser AN, les mots qui peuvent traverser votre sommeil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à réagir et à m'envoyer des nouvelles idées de thèmes sur la page Instagram du podcast, donc Démangeaison. Vous retrouverez plein d'illustrations, plein de choses super chouettes. Et d'ailleurs, cet épisode sera le dernier publié sur SoundCloud et le dernier avec cette esthétique, puisque toute une petite équipe est en train de travailler sur le design de Démangeaison. Il y a plein de choses super chouettes qui vont arriver pour le podcast, donc restez bien branchés. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour gratter ensemble de nouvelles démangeaisons. À bientôt!